il y a très longtemps, la forêt naturelle, comme on peut l'imaginer, comme il en existe peu dans le monde, mais il en existe encore quelques-unes. En France, il n'y en a plus évidemment. Des forêts naturelles, ça veut dire des forêts naturelles où on ne touche strictement à rien. Si vous suivez un petit peu l'actualité, ne serait-ce qu'européenne, aujourd'hui, il y a un gros débat sur une forêt qui existe en Pologne, la forêt de Bielojewski en polonais, où c'est une forêt qui, avec l'accord de plusieurs gouvernements et de scientifiques, qui était vraiment laissée à l'état naturel et dans lequel il n'y avait aucune intervention humaine et aucune pénétration humaine, hormis quelques scientifiques triés sur le volet, et qui permettaient vraiment de voir comment les interactions pouvaient avoir lieu dans cette forêt entre le règne végétal, donc les arbres, les graminées qu'on trouve au sol, et le règne animal, puisque le règne minéral, de toute façon, on peut difficilement le modifier. C'était très intéressant. Aujourd'hui, il y a une telle richesse économique dans cette forêt par rapport à certains arbres qui sont installés là, que évidemment les tentations capitalistes, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, les tentations capitalistes font qu'il y a une pression énorme de certains lobbies industriels pour aller prélever du bois dans ces endroits-là. Donc vous voyez que la forêt naturelle, elle a quand même, elle suscite des intérêts, voilà, largement au-delà des problèmes de biodiversité et l'intérêt écologique. Donc la sylviculture, en fait, il y a un moment où la forêt était utilisée par l'homme pour essentiellement des besoins alimentaires, parce que ça faisait du bois de chauffage, donc il fallait bien manger, chauffer la nourriture, donc des besoins élémentaires, dans lequel les gens allaient de façon plus ou moins désordonnée prélever du bois pour se nourrir. Le Moyen-Âge, en gros, etc., avec une démographie assez faible par rapport à aujourd'hui. Et puis, la démographie a commencé à s'accentuer. On arrive sur la révolution, plutôt sur le début de la révolution industrielle, un petit peu avant, où le bois était beaucoup utilisé pour alimenter notamment les forges. Les forges, donc, pour travailler le fer et aussi pour travailler le verre. Voilà. Et donc beaucoup de prélèvements en forêt. Conjointement à cette activité, il y avait les guerres, notamment les guerres avec l'Angleterre, les colonies. Et à l'époque, on construisait des bateaux en bois, donc il fallait du bois. Et les charpentiers ont commencé à gueuler parce que les bois n'étaient pas forcément de bonne qualité. Donc il fallait aller chercher des bouts de bois, celui-là il était bon, il fallait le sortir, etc. Donc l'homme a réfléchi à comment faire pour cultiver la forêt, pour mieux pour en tirer les meilleures ressources possibles du point de vue économique, du point de vue de la qualité des bois essentiellement. Après est arrivée la révolution par-dessus, on a commencé à structurer les communes, les propriétés qui appartiennent à l'État. Aujourd'hui dans les forêts on appelle ça les forêts domaniales, mais à l'époque c'était les forêts royales qui après la révolution sont devenues des forêts domaniales. Donc pour faire un intermède là-dessus, les forêts domaniales qui étaient les forêts royales à l'époque étaient des forêts très riches de par la qualité des bois, et donc après la Révolution évidemment on a cassé la royauté et donc elles sont devenues des forêts d'État. Et au même moment on a créé les communes, et donc il y a certaines forêts qui sont devenues forêts communales, donc propriété des communes. Comme ici on est sur la forêt communale de Tilliouz, voilà, une forêt qui fait à peu près 200 hectares. Voilà. Et donc à cette période-là, il y a eu des réflexions et philosophiques notamment, et de conservation, alors qu'à l'époque on n'utilisait pas le mot écologie, et on s'est dit il faut qu'on trouve des moyens pour pouvoir exploiter la forêt de manière plus facile que la possibilité que nous offre la forêt aujourd'hui, la forêt dans une évolution à peu près naturelle, où on intervient peu. Et donc du coup il y a tout un tas de théories qui se sont installées, et des concepts divers et variés, des gens qui ont travaillé sur l'évolution des arbres, sur les peuplements forestiers, sur comment ça poussait, etc. Et donc Colbert, Rousseau, etc. Et on est arrivé donc à des concepts de sylviculture. Donc la sylviculture, c'est la culture de la forêt, tout simplement. Et alors, quels outils on pouvait utiliser pour cultiver la forêt? Qu'est-ce qu'on peut faire pour façonner une forêt plus facile à exploiter et à travailler? Dans une forêt,
tombent, chaque fois que des corbeaux meurent, des chevreuils meurent, etc., il y a une décomposition. Nous, on est humains, vaches, bovins, sangliers, que des consommateurs. On ne produit absolument rien. La production, c'est le règne végétal. Et il y a un autre grand secteur, il y a un secteur de décomposition. Les décomposeurs, qu'on ne voit pas, mais qui sont malgré tout les plus présents dans le domaine forestier, ce sont ceux que vous connaissez le plus, ce sont les vers de terre, mais il y a quantité de bactéries, de microbactéries, de micro-organismes qui existent dans le sol aujourd'hui et qui représentent 300 à 400 fois ce qu'on peut trouver sur la surface. Donc vous imaginez un chevreuil qui se balade sur 1 hectare de forêt, vous pouvez multiplier par 300 ou 400 la quantité biologique d'animaux qui vivent dans les sous-sols ou légèrement à la surface du sol pour faire de la décomposition et travailler pour reminéraliser tout ce qui va tomber. Vous voyez, il y a des équilibres qui existent et qu'on ne soupçonne pas forcément, mais qui existent. Et donc la sylviculture là-dedans, donc quand on a sylviculture, sur le sol on ne peut rien faire. Donc sur quoi on peut jouer en matière de sylviculture? On joue globalement sur un seul paramètre qu'on peut maîtriser, enfin qu'on ne peut pas maîtriser, c'est le paramètre lumière. Ça, c'est un paramètre qu'on ne maîtrise absolument pas. L'autre paramètre qu'on peut maîtriser en sylviculture, c'est les arbres qu'on va couper, qu'ils soient tout petits ou qu'ils soient très grands. Parce qu'on ne coupe pas forcément que des gros arbres, on peut aussi couper des petits arbres. Donc du coup, la réflexion de l'homme par rapport à la forêt, il a été de se dire, la forêt, elle a un certain paysage dans la forêt, et il faut qu'on arrive à modifier ce paysage pour que nous, ça soit plus facile d'aller y travailler dedans, et plus facile d'exploiter du bois. Et c'est là qu'on va tomber dans une notion importante, la notion de traitement de la forêt. En termes forestiers, on appelle ça le traitement, donc c'est un terme technique. Donc ici, on est devant une forêt qui est traitée, comme un peu l'ensemble de la forêt de Tillous, qui est traitée, on appelle ça un traitement en futaie régulière. Donc traitement futaie régulière. Futaie, vous en avez tous entendu parler, futaie, les fûts, les arbres, donc la futaie régulière. Donc le traitement, c'est le terme générique pour dire, voilà, c'est la façon dont on va s'occuper de la forêt. Traitement en futaie régulière. Pourquoi régulière? Régulière, ici, si vous regardez la parcelle qu'on a devant nous, en gros, tous les arbres qu'on a devant nous, en majorité, c'est des chênes. Ici, il y a quelques hêtres qui se baladent. Ici, il y a un sapin. Tous les arbres ici ont le même âge. Tous. À quelques dizaines d'années près, mais pour un arbre, une dizaine d'années, c'est peanut. Voilà, pour nous, c'est important, mais pour un arbre, c'est peanut. Donc, tous les arbres sont traités de la même façon. Donc, si vous vous ôtez de l'esprit ces arbres que vous voyez devant vous, qui ont une centaine d'années, vous les enlevez de votre tête et vous repartez de la base. D'abord, les arbres, ils sont tout petits. Ils naissent à partir du gland, puisque le fruit du chêne, c'est le gland. Ils font des petits arbres, ils deviennent, voilà, ils font 5-10 cm, 10-15 cm, 15 cm. Ensuite, ils vont acquérir ce qu'on appelle un âge de goli-perchi, puis ils vont mesurer entre 3 et 10 mètres. Et puis après, ils vont atteindre un âge, on va dire, adolescent, entre 10 et 15 mètres, et puis ils vont atteindre l'âge adulte. Là, ils sont quasiment à saturation, ils ne pourront pas aller plus haut. Ils seront entre 18 et 20 mètres. Pourquoi ils ne pourront pas aller plus haut ici, particulièrement dans la forêt de Tillous, là où on est aujourd'hui? Parce que la fertilité du sol fait que, notamment, en hauteur, elle est plus suffisante pour qu'ils puissent pousser plus haut. Et plus vous allez haut en altitude, c'est-à-dire que si vous allez vous balader dans le massif du Néouvienne, vous allez trouver des arbres qui font 2 mètres de hauteur et qui sont très très vieux. Parce que les contraintes climatiques et les contraintes du sol sont tellement énormes que l'arbre ne peut pas pousser plus haut. Il a d'abord, l'arbre, il faut savoir qu'il a une période de... Alors, si on part aujourd'hui, enfin, juste après aujourd'hui, on part l'été, il a une période de végétation, il fait des feuilles grâce à la lumière qu'il y a du soleil, parce que la lumière elle est plus forte en été. Donc les feuilles, hein, il fabrique des fruits, donc les fruits vont commencer à pousser, il va faire des graines, puis il va rentrer dans une période à l'automne, puis à l'hiver encore plus, où il y a des périodes de gel, de froid, etc., où là il ne se passe plus rien, il arrête de pousser carrément.
pour les arbres qui poussent en haute altitude. Et ensuite, il revient au printemps où là, il va pouvoir libérer ses graines. Donc, vous voyez, la période de végétation entre un arbre qui pousse à Tillous et un arbre qui pousse au Néouviel, elle est complètement différente. C'est pour ça qu'à partir d'une certaine altitude, les arbres ne peuvent plus pousser parce que leur période où ils peuvent fabriquer des feuilles, fabriquer des fruits, mettre en germination leurs fruits, etc., elle est trop courte. Donc à partir d'une certaine altitude, ça ne peut plus marcher. Aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, on se rend compte que cette limite, elle monte. Parce que la période de gel, en fait, elle devient plus étroite. Voilà. Donc c'est lié essentiellement à ça. Pour revenir à Tillous, donc on est devant nous, devant une forêt qui est traitée en futaie régulière. Donc on peut imaginer les arbres à l'étage, au petit étage, et puis petit à petit il va grandir. Donc pour l'homme, pourquoi il a choisi de traiter ça en futaie régulière? Il a essayé de réguler en fait le fonctionnement de la forêt à son image pour les besoins qu'il en avait. Pourquoi? En fait pour des besoins économiques. Pour des besoins économiques, parce qu'on utilise du bois de chêne, ça peut être pour faire la charpente de Notre-Dame, dans les meilleurs bois de chêne, ça peut être pour faire des tonneaux, dans les meilleurs bois de chêne, ça peut être pour faire de la navette de chemin de fer, ça peut être pour faire des charpentes en bois, ou ça peut être pour faire quelques planches dans son jardin, ou pour faire du bois pour se chauffer. Voilà. Et donc, ça a été plus facile à un moment pour l'homme de se dire on va essayer de trouver un système beaucoup plus calqué sur notre modèle économique et de fonctionnement humain que de laisser, que de travailler avec le modèle de fonctionnement de la forêt. Donc en fait, on a essayé d'adapter un modèle plus adapté à notre mode de vie humain, mais qui n'est pas vraiment adapté au mode de la forêt classique, naturelle, que ce soit naturel du point de vue de l'évolution de la forêt naturelle ou que ce soit du point de vue de la vie de toutes les espèces qui existent dans la forêt, que ce soit les espèces végétales ou que ce soit les espèces animales. Dans une forêt naturelle, si on va par exemple dans une forêt tropicale où l'homme n'est pas encore intervenu, les arbres ils poussent, ils deviennent très très gros. Puis un jour il y a un coup de vent ou un arbre il meurt parce qu'un arbre arrivé à un certain moment il meurt, il tombe. Qu'est-ce qui se passe au moment où un très gros arbre tombe? Il ramène beaucoup de lumière au sol. Le fait de ramener beaucoup de lumière au sol va faire naître tout un tas d'autres espèces qui jusqu'à présent étaient en dormance dans le sol. Il faut savoir qu'il y a des graines qui sont capables de rester jusqu'à des milliers d'années en dormance dans le sol et être capable à partir du moment où elles ont la lumière et la chaleur de produire une nouvelle plante, que ce soit une fleur, une fougère, un arbre, etc. Et donc en permanence il y a une espèce de concurrence entre les espèces pour qui va accéder à la lumière. Il faut savoir qu'à la base, sur la Terre, avant que les forêts n'existent, donc dans le principe de l'évolution, mais c'est pas qu'un principe, c'est une réalité. Les espèces qui existaient avant les arbres, c'était des fougères géantes qui poussaient jusqu'à 3, 4 mètres, 5 mètres de hauteur. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'évolution, l'arbre a gagné la bagarre de la lumière parce que l'arbre s'est constitué d'un squelette. Il a un squelette costaud qui lui permet d'aller très très haut. Et du coup, il a gagné la bataille de la lumière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en haut des arbres, dans ce qu'on appelle le houppier, la surface de l'arbre qui est au contact directement de la lumière du soleil, ce qu'on appelle la canopée, quand on prend la surface complète on appelle ça la canopée, il y a tout un tas de vie qui existe aussi, qui est complètement différente de la vie qui existe au sol. C'est une autre vie, il y a une vie en fait à tous les étages. La futaie régulière, elle a complètement détruit c'est pas péjoratif ce que je dis, elle a complètement annihilé ce phénomène-là. Elle a voulu surtout utiliser la forêt comme une ressource pour pouvoir utiliser la ressource bois, la matière bois, pour pouvoir l'utiliser en termes moins économiques qu'aujourd'hui, moins financiers on va dire plutôt, mais pour les besoins d'utilisation de l'évolution démographique qu'on a eu sur la planète entière. Et donc du coup, on a créé ce principe, ce concept de futaie régulière. Donc la futaie régulière, c'est tous les arbres ont le même âge, tous les arbres ont en gros le même diamètre, puisque les diamètres on ne peut pas vraiment les influer.
l'homme intervient en permanence dans la futaie régulière. C'est-à-dire que au fur et à mesure que les arbres grandissent, on fait des sélections, on fait des travaux, on supprime tout ce qui gêne. Par exemple ici, l'essence chêne, c'est-à-dire que les merisiers, les bouleaux, les noisetiers, les houx, etc., on les enlève et petit à petit, au fur et à mesure de l'évolution des arbres, au fur et à mesure qu'ils deviennent plus grands, on a conservé que les arbres qui nous intéressent. Et au bout d'un certain temps, comme ici, on arrive à une futaie qui n'est constituée quasiment que de chêne. Et là, on rentre dans une autre période où on est dans la période des coupes. On voit bien par endroits qu'il y a des arbres qui viennent d'être coupés de très frais. On est dans les coupes. Alors là rentre le concept économique. Quand on fait des travaux, c'est un peu comme chez vous quand vous faites des travaux, ça vous coûte de l'argent, ça ne vous rapporte rien. Pour le propriétaire, c'est pareil. Ici, le propriétaire, la commune de Tillous, quand il fait des travaux dans la forêt pour essayer d'orienter sa forêt par exemple vers du chêne, il paye des ouvriers pour aller couper les arbres qui ne lui plaisent pas. Il paye des ouvriers pour élaguer un peu des arbres qui ne lui plaisent pas. Il fait de la sélection, donc ça lui coûte de l'argent. Là, il commence à couper du bois. Il coupe du bois, donc on est dans ce qu'on appelle des coupes secondaires. Là, par contre, il prend le bois et il le vend. Donc du coup, là, ça lui rapporte de l'argent. Voilà. Et donc, ce principe de futaie régulière, théoriquement, il est fait pour que les recettes soient supérieures aux coûts, aux travaux. Voilà un peu, c'est le principe de la futaie régulière. Et l'avantage de la futaie régulière, c'est que pour le gestionnaire de la forêt, celui qui s'occupe de la forêt, il a une possibilité de gestion relativement beaucoup plus facile que dans le concept de futaie irrégulière où en fait on ne fait quasiment pas d'intervention humaine, on laisse la nature toute seule se débrouiller et on va prélever les plus jolis bois dans cette forêt. Mais par contre, aller prélever ces plus jolis bois dans cette forêt, c'est beaucoup plus compliqué parce que effectivement le bel arbre il est là-bas, donc pour aller le couper c'est pas facile. Etc., etc. Donc, vous voyez, c'est deux façons de travailler la forêt qui ne sont pas du tout sur le même principe. Ça ne signifie pas que la futaie régulière, c'est quelque chose qu'il faut bannir complètement, mais c'est un autre principe. Vous voyez, dans la futaie régulière, on voit très très loin, on voit que des chênes quasiment, on voit très peu de vie au niveau du sol et en fait on voit deux étages. On voit l'étage des grands arbres, et puis en dessous, on ne voit pas grand-chose. Si on allait dans une futaie irrégulière, on trouverait une forêt avec plein d'arbres de diamètres différents. Et en bas au sol, on trouverait aussi plein de vies complètement différentes. Donc c'est sûr qu'effectivement, on peut se dire que du point de vue purement écologique, certainement que dans une futaie irrégulière, on a une diversité qui est beaucoup plus importante. Et le danger pour le gestionnaire de la futaie régulière, c'est de ne pas tomber dans le piège de trop exploiter parce que c'est trop facile. Ici, vous faites passer des bûcherons, vous leur dites on coupe tous les beaux arbres, il y en a 40% qui vont dégager ici. Donc du coup, vous allez récupérer beaucoup d'argent ponctuellement, mais du point de vue du déficit écologique que vous allez créer derrière, vous risquez de faire des bêtises, quoi. Donc c'est un peu le danger de bloquer la tentation humaine de tout le temps, comment dire, du profit, quoi. De tout le temps ramasser et puis d'accumuler. Parce qu'en fait, ça a toujours été la tentation de l'homme. Dès que l'homme il est passé du statut de chasseur-cueilleur au statut de cultivateur, il a cru, alors à juste titre ou pas, j'en sais rien, mais qu'il fallait qu'il fasse des réserves. Et donc on fait des réserves, Donc on fait des réserves à la caisse d'épargne, mais l'État il va nous piquer parce que de toute façon, voilà, il voit qu'on en fait trop. Donc il y a aussi, voilà. Donc la futaie, on est soumis aux mêmes contraintes en forêt. Mais par contre, pour le gestionnaire, c'est beaucoup plus facile de gérer, de raisonner en futaie régulière. Est-ce que justement, le fait qu'ils aient tous le même âge, Ouais. ça oblige pas à justement tout couper en même temps? Parce que sinon après Ils arrivent à maturation. S'ils ont tous vraiment le même âge, il faut tout couper en même temps et puis après repartir. Donc est-ce que ça oblige à des coupes, alors peut-être pas à ras, mais à des coupes... Alors que s'ils ont tous un âge différent, ben on peut en couper un quand il est gros et puis il y en a un petit à côté qui va devenir gros 20 Tout ans à fait. après. Alors ça a été théorisé et puis c'est écrit, il y a des documents qui existent de comment, ici on est dans une forêt communale, il y a ce qu'on appelle un document d'aménagement forestier qui décrit justement comment on procède parcelle par parcelle pour aller vers tel type d'exploitation, voilà. Et donc du coup en fait,
comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a eu la phase travaux dans laquelle on a fait de la sélection. On estime qu'on va conserver des beaux arbres qui vont rapporter d'une part beaucoup d'argent, mais qui aussi vont rapporter de la plus-value à la forêt en termes écologiques, on peut prendre ce mot-là. Là, on est dans une coupe secondaire, ça veut dire que là, on commence à amener de la lumière dans la forêt. Et il y a un moment où effectivement, on va continuer à couper des arbres parce qu'on va arriver dans ce qu'on appelle une coupe d'ensemencement. Donc la coupe d'ensemencement, en fait, c'est de dire, j'ai conservé les plus jolis arbres dans ma parcelle, c'est ceux qui vont me produire le plus de fruits. Donc ces fruits, les glands, vont tomber au sol et vont me faire ma régénération. Donc c'est justement là l'équilibre à conserver, qui n'est pas toujours facile à conserver, où justement je suis capable en tant que forestier de dire, là je suis à mon moment où la forêt va être capable de me faire des glands, concrètement, que ces glands vont tomber au sol et ensuite vont faire des petits arbres, et donc je suis dans ma phase de régénération, et donc là je suis prêt à continuer à renouveler ma forêt. Logiquement, la futaie régulière, enfin, c'est pas logiquement, la futaie régulière, elle est faite pour enclencher un cycle permanent où je suis au stade régénération, semis, arbre jeune, arbre adolescent, arbre adulte que je commence à couper, coupe secondaire, coupe d'ensemencement, et je repars à nouveau sur de la régénération, et je suis mon cycle de production, qui n'est pas un cycle naturel. Aujourd'hui, un cycle de production, inévitablement, les arbres, on les prélève à des âges qui sont largement en dessous de l'âge biologique d'un arbre. Un chêne, il peut vivre 400 ans, alors qu'on l'exploite à 180, 250 ans. Mais à 180, 250 ans, c'est là où il est dans sa meilleure forme biologique, et c'est là où il sera le plus joli quand il va arriver à la scierie, quoi. Donc c'est là où il faut le cueillir en quelque sorte. Alors, on ne devrait même pas dire le couper, on devrait dire le cueillir, parce que c'est un bénéfice pour nous, quoi. C'est la cueillette, quoi. On fait de la cueillette. On devrait faire de la cueillette et non pas de l'exploitation. Donc c'est peut-être là où il faut faire attention entre la cueillette et l'exploitation forestière. Voilà un peu la sylviculture. En fait, le sylviculteur, il peut jouer sur la lumière essentiellement, et après sur les diamètres, il joue un peu dans la période des travaux, où sachant que des arbres aussi sont collés les uns au bord des autres, dans la mesure où l'usine à bois, ce qu'on appelle l'usine à bois, c'est les feuilles en haut, c'est là où se passe toute la transformation chimique et qui font que les arbres ils grossissent. Donc s'ils sont collés les uns aux autres, ils ne peuvent pas grossir. En fait, il y a tout le temps la même quantité d'arbres, si vous voulez, sur une parcelle, sauf qu'ils peuvent être gros, mais ils peuvent être petits aussi. Donc si vous ne venez pas pour les couper, soit vous laissez faire la nature toute seule, et du coup il y aura son processus à elle, mais beaucoup plus lent, ou alors vous intervenez en tant qu'humain, et donc du coup vous accélérez le processus. Voilà. Mais dans un but uniquement de besoins, que ce soit des besoins économiques ou des besoins en matière, etc. Voilà un peu, c'est les deux grosses, actuellement c'est les deux grosses tendances qui s'opposent entre de la futaie régulière, adaptée à l'exploitation, au passage des tracteurs, à la facilité de gestion, etc. À la futaie irrégulière, beaucoup plus compliquée à gérer, à calculer, à théoriser, mais qui est quand même un peu plus respectueuse des environnements en biodiversité, écologique, etc. Mais qui du coup, en général, présente beaucoup plus de difficultés pour le propriétaire et le gestionnaire. L'impact des tempêtes, est-ce que moi il me semble qu'une forêt comme celle qu'on voit là devant nous, elle est fragile par rapport au vent. Fatalement. Et quand on sait que il y a plus ça va et plus on est dirigé vers des tempêtes importantes, je me demande si c'est bien l'avenir, quoi. C'est-à-dire que le problème, c'est que, imaginez qu'il y a un gros coup de vent, bon, du genre là, ici, un vent à 150 km/h qui passe là-dedans, tout est par terre. Ouais. Du point de vue biologique, aucun problème. Parce que la nature derrière, les insectes, les animaux vont très bien s'adapter au système. Il n'y a aucun problème. Sauf que nous, notre œil, on dira peut-être tout est par terre, machin, c'est pas beau, ceci, cela. En fait, on s'en fout. Mais parce que c'est notre œil qui est comme ça, notre œil d'être humain. Mais le problème, c'est que pour le propriétaire, pendant 60 ans, c'est fini. Alors qu'une futaie irrégulière, effectivement, comme les gros arbres sont plus ou moins répartis, etc., de façon plus ou moins équilibrée, en fait, du point de vue économique, derrière, ça aura moins d'impact. Et c'est sûr qu'une futaie traitée
en irrégulier va mieux s'adapter à un contexte climatique, notamment les tempêtes. On le voit typiquement dans le massif landais. Massif landais, monoculture, donc que du pain maritime, traité en futaie régulière, tous les arbres de ménage, etc. On élimine tout ce qui emmerde le pain maritime, y compris les chênes et autres. Tempête 99-2000, tout par terre. Et là, économique, boum. Tous les petits propriétaires privés, tous les petits, ils ont tous crevé. Parce qu'ils n'avaient pas d'assurance évidemment, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ils cultivaient comme ça leur petit bout de forêt. Bon an mal an, ça se passait à peu près bien. Ils gagnaient un petit peu d'argent parce que c'était des structures familiales. Ils se sont tous fait bouffer par les gros. Les gros, ils s'en foutent, ils vont chercher des subventions, etc. Voilà. Donc, mais du point de vue résilience, c'est évident que de toute façon, les forêts traitées en régulier, sont beaucoup plus sensibles aux événements climatiques, mais surtout sont encore plus sensibles aux événements biologiques. C'est-à-dire que les insectes qui arrivent, en fait, les insectes ne trouvent pas de prédateurs. Puisque dans une futaie régulière, c'est un peu triste, quoi. Vous trouvez très peu d'oiseaux, enfin, pas ici, parce qu'on est dans de la chênaie comme ça, il faut quand même pas tout mélanger. Mais dans des futaies régulières de pin maritime, ou de sapin. Ouais, pas le sapin, parce que le sapin c'est quand même irrégulier. Mais et puis c'est des forêts quand même naturelles, parce qu'on n'y a pas travaillé. Mais dans des plantations le peuplier, tout ça. Ouais, pas le peuplier, mais certains résineux et autres, on a fait de la monoculture. Quand il y a un insecte qui arrive, qui ravage, il n'y a pas de prédateur. Or, dans la nature, il faut toujours un prédateur. C'est triste à dire, mais il y a toujours un prédateur qui vient rééquilibrer. C'est-à-dire que, et du coup, le temps que les prédateurs réussissent à équilibrer, il s'est passé beaucoup de temps, quoi. Et du coup, pendant ce temps-là, il n'y a pas de retour économique, quoi. Mais le problème, c'est que le retour économique d'une forêt, il n'est pas vraiment compatible avec ce que nous on entend que retour économique, quoi. Et donc du coup il y a une rivalité entre un retour économique à court terme et un retour économique lié à la forêt, quoi. Donc ça pose des problèmes, quoi. Est-ce qu'il y a un effet des canicules sur la santé de la forêt? Ah oui, bien sûr, oui. Ça c'est typiquement un problème de la lumière. Alors, dans les chênes, je ne sais pas trop, mais dans les forêts de hêtres, par exemple, puisqu'on parle beaucoup des forêts de hêtres, Florian, le hêtre est très très sensible à la chaleur. Le hêtre, c'est un arbre qui aime bien un milieu un peu humide, c'est pour ça qu'il est installé beaucoup qu'il aime bien les Pyrénées, et il craint les coups de chaleur. Donc si on laisse rentrer trop de lumière, il prend des coups de soleil, l'écorce tombe, l'arbre est attaqué et il meurt beaucoup plus vite. Donc la canicule, ça a évidemment un impact énorme sur les espaces forestiers. Sachant que la forêt a aussi, un rôle bien avant de nous produire du bois, c'est un rôle de régulateur thermique. Entre un endroit où il n'y a pas de forêt et un endroit où il y a forêt, il y a 10 degrés d'écart. Donc s'il fait 40, il fait plus que 30. Donc voilà. Et ensuite, il y a quelque chose de très très important, c'est le phénomène, ce qu'on appelle le phénomène d'évapotranspiration. Donc en permanence, la forêt évapore dans l'air de l'eau, voilà, tout simplement. Et du coup, derrière, on a des nuages, on a des précipitations, etc., etc.